Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Un des plus gros problèmes de la cosmologie moderne réside dans la mesure du taux d'expansion de l'univers. En fonction des méthodes qu'on emploie, on tombe sur des résultats différents. Lorsqu'on s'appuie sur les observations du fond diffus cosmologique, on débouche sur des vitesses d'expansion de 67 km/s par mégaparsec. Cela signifie qu'une galaxie située à 1 mégaparsec de nous s'éloigne à la vitesse de 60 km/s. Lorsqu'on s'appuie sur des mesures de distance d'étoiles céphéides ou de supernovas de type 1A, on tombe sur un taux d'expansion de 74 km/s par mégaparsec. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait là d'un problème de mesure approximative. Les mesures faites sur des étoiles céphéides et des supernovas, notamment par le télescope Hubble, étaient considérées moins fiables. Aussi, James Webb a été rapidement mis à contribution pour aider à résoudre ce dilemme. Après de longs mois d'observation, James Webb a fini de revisiter toutes les cibles qui avaient permis d'estimer un taux d'expansion de 74 km/s par mégaparsec grâce à Hubble. Les résultats sont sans appel. Le nouveau télescope de la NASA confirme les mesures de l'ancien. Le dilemme qu'on nomme dorénavant la tension de Hubble ne semble pas vouloir se résoudre par le biais d'observations plus précises. Cette tension ne fait au contraire que se confirmer. Parmi les chercheurs qui ont permis de produire ce résultat, on trouve Adam Riess, un prix Nobel de physique. Il a été récompensé pour avoir participé à la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers, un phénomène qu'on met aujourd'hui au crédit de l'énergie noire. Dans un communiqué publié par l'Agence spatiale européenne, le scientifique ouvre des perspectives intéressantes. Je cite : « Avec toutes les erreurs de mesure écartées, ce qu'il reste, c'est la possibilité tout à fait réelle et excitante que nous avons mal compris l'univers. » Selon lui, ainsi que d'autres chercheurs, la tension de Hubble pourrait être le signe d'un phénomène inconnu dans l'histoire de l'univers. L'année dernière, Adam Riess a publié un papier défendant ce qu'il appelle l'énergie noire primitive. Il s'agirait d'un autre type d'énergie noire qui aurait été particulièrement importante dans les premiers âges de l'univers. Elle aurait notamment le mérite d'expliquer la tension de Hubble. Alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'est l'énergie noire, il paraît hasardeux d'introduire encore une nouvelle variable, avec un autre type d'énergie noire. Selon le célèbre chercheur, cela reste pourtant une des hypothèses les moins tordues pour expliquer la tension de Hubble. Le fait est que les mesures sont dorénavant bien ancrées. Il est devenu extrêmement improbable que la tension de Hubble se résolve grâce à de nouvelles mesures. Il va donc falloir se tourner vers d'autres moyens pour sortir de ce pétrin théorique. La tension de Hubble n'est par ailleurs pas la seule fausse note dans le concert du modèle standard de la cosmologie. Il paraît donc de moins en moins aberrant de se dire qu'on va peut-être bientôt changer de partition. Seulement, pour remplacer le modèle standard de la cosmologie, il faut trouver quelque chose qui fonctionne mieux que lui. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Allez, puisqu'on parle de James Webb, je suis obligé de vous partager ce somptueux cliché de la nébuleuse de Triangle réalisé récemment par le télescope. Ce que vous avez sous les yeux est une pouponnière d'étoiles, une région d'une autre galaxie qui forme de nombreux astres stellaires. Elle vous apparaît ici en fausse couleur puisque James Webb travaille dans l'infrarouge. Cette image permettra cependant de comprendre un peu mieux les processus qui poussent à la formation d'étoiles dans une galaxie. Bien entendu, on ne peut pas continuer ce DNDE sans évoquer le vol du Starship de SpaceX jeudi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, le replay de notre couverture live est sur la chaîne. Maintenant que quelques jours ont passé, on peut dresser un premier bilan à froid de cet essai. Il y a de nombreux points positifs à souligner. SpaceX a encore une fois fait de gros progrès par rapport à la dernière tentative. Le booster B10 a fonctionné de manière optimale sur la majeure partie de sa mission. Il n'a cette fois-ci pas explosé après le hot staging, la séparation à chaud, et la phase de boost back semble donc dorénavant maîtrisée par SpaceX. Il est ensuite revenu dans la basse atmosphère pour mener une tentative d'atterrissage. Celle-ci s'est cependant mal terminée. On attendra les conclusions définitives de l'enquête pour savoir exactement ce qu'il s'est passé.
On a tout de même eu l'impression que les Griffins avaient du mal à garder le contrôle en phase terminale, et que le booster avait encore bien trop de vitesse résiduelle au moment d'arriver au niveau de la mer. SpaceX précise même qu'il se serait désintégré avant d'atteindre la surface de l'eau à 462 mètres d'altitude. Le Starship, quant à lui, a atteint sa quasi-orbite. Il a même survécu jusqu'au début de sa rentrée atmosphérique. Les images communiquées en direct par SpaceX font partie des plus belles de l'histoire spatiale, et c'est à mettre notamment au crédit de Starlink. En phase de croisière, le vaisseau géant de SpaceX a montré des problèmes de contrôle d'attitude. Il semblait suivre une rotation un peu chaotique, et cela lui a probablement coûté cher lorsqu'il a pénétré dans les couches les plus denses de l'atmosphère. SpaceX va donc probablement devoir réviser son système de RCS, les petits propulseurs de contrôle d'attitude, avant une nouvelle tentative. Les démonstrations d'ouverture de soute à charge utile et de transfert de propergol semblent cependant s'être bien passées. Parmi les autres bonnes nouvelles, on note que le pas de tir est en bon état et que les Raptors ont montré une très bonne fiabilité. Les progrès effectués lors du deuxième vol sont donc ici confirmés. Sur les caméras embarquées, on a pu constater qu'il manquait encore des tuiles thermiques, même si le bouclier du Starship semblait avoir mieux tenu que lors des 2 dernières tentatives. Est-ce que cela lui aurait été fatal ? Il aurait fallu rentrer dans l'atmosphère avec le bon angle pour avoir la réponse à cette question. Il nous reste maintenant à attendre de nouvelles informations de la part de SpaceX et bien entendu une nouvelle date pour un nouvel essai. Si on a un peu de chance, cela prendra que quelques mois. SpaceX espère mener jusqu'à 6 vols de Starship cette année, pour notre plus grand plaisir. Au passage, on a également appris par la bouche d'Elon Musk que le vaisseau géant pourrait encore grandir. Il est actuellement dans une configuration que l'entreprise qualifie de V1. Une V2 est déjà à l'horizon, et une V3 serait dans les cartons. D'après le dirigeant de l'entreprise, celle-ci pourrait atteindre 160 mètres de haut pour une charge utile de 400 tonnes sans aucune réutilisation. Avec la réutilisation complète, cette capacité passerait à 200 tonnes. Le Starship V3 afficherait une poussée au décollage de 10 000 tonnes. On parle d'une classe de fusée jamais vue dans l'histoire spatiale. Reste à voir si l'entreprise parviendra effectivement à développer une telle capacité. Du côté des lanceurs un peu moins lourds, on vient d'avoir une surprise qui n'en est pas vraiment une en Europe. L'entreprise allemande RFA a récemment communiqué sur son projet de vaisseau Argo. On a eu le droit à un beau modèle 3D ainsi qu'à un prix 150 millions d'euros pour 4 tonnes de fret. C'est cependant peut-être le détail suivant qui est le plus intéressant. RFA indique qu'à l'avenir, son vaisseau cargo devrait être lancé par son propre lanceur lourd. Aucune information sur celui-ci, mais le pavé est jeté dans la mare. Ariane 6 n'est pas sacrée et elle va connaître une concurrence, même en Europe. Au cours de nombreuses vidéos et lives, on s'est inquiété de cette possibilité. On vous a fréquemment dit que le successeur d'Ariane 6 ne profiterait probablement pas d'une entente européenne dès sa conception. On ne s'attendait cependant pas à ce que les loups sortent du bois si rapidement. Pour le moment, on est sur une simple annonce. Mais si RFA est capable de prouver ses capacités techniques à un coût réduit, on a du mal à imaginer comment celle-ci pourrait ne pas séduire le gouvernement allemand. Celui-ci pourrait y voir une manière de récupérer la totalité de l'outil industriel associé sans partager avec les voisins. Bien entendu, il est plus probable qu'un futur lanceur lourd fasse l'objet d'une compétition au niveau de l'ESA. La chasse gardée d'Ariane Group risque cependant de ne pas tenir longtemps dans un environnement qui se veut plus compétitif. Il va probablement se passer plusieurs années, voire plusieurs décennies avant qu'on puisse décider des gagnants et des perdants de ce jeu d'échecs. On finit ce tour du monde des actualités spatiales en Chine avec un rare échec. Mardi dernier, Pékin a voulu mener une mission surprise vers la Lune. Elle reposait sur 2 satellites censés tester un système de positionnement de précision autour de notre satellite. Ces informations sont à prendre avec des pincettes puisque les communiqués officiels sont très lacunaires. Ce qui est certain, c'est que l'étage supérieur d'une fusée Longue Marche 2C a raté son insertion orbitale. On ne sait pas si la mission peut être sauvée. Les 2 satellites, portant le nom de DRO-A et B, ne sont probablement pas une grosse perte pour le programme lunaire chinois. Ils ne faisaient même pas partie des agendas de lancement officiels. C'est toutefois un rappel que même les missions lunaires chinoises ne sont pas infaillibles.
Un peu plus tard dans l'année, le pays va tenter un retour d'échantillons depuis la face cachée de notre satellite. Il s'agira d'une première mondiale qui permettra en cas de succès de se rapprocher encore un peu plus de vols habités. Côté américain, le Starship est donc plus que jamais une priorité. Je pense que presque tout le monde admet officieusement qu'il ne sera jamais prêt en 2026, mais l'échéance réelle semble plus proche de 2030. Si SpaceX continue de progresser aussi rapidement qu'on a pu le voir au cours des derniers mois, la NASA a encore une bonne chance de remporter cette nouvelle course à la Lune. Il faut simplement espérer qu'on verra un maximum d'essais orbitaux dès cette année, avec d'importants progrès à chaque étape. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.